Mesdames et messieurs, accueillez chaleureusement Alexandre Barrette! Aïe, aïe, aïe! Wow! Merci vraiment, je suis content de capter mon spectacle à Québec. Je viens de Québec. Il y en a super applaudissements qui m'ont déjà vu en spectacle sur scène. OK? Cool, yes. Merci aux 16 personnes qui avaient de l'intérêt. Il y en a-tu qui me connaissent plus par la télévision, Taxi payant, Atome crochu? Ah. Calique. Il y en a-tu qui ont aucune idée je suis qui ont été forcés de venir ce soir? Voyons, il y a trop de monde. Il y en a tout le temps 3-4, à soir 200. Ouais! Mais pour le vrai, ça me dérange zéro. Je suis zen avec ça parce que, même si ça fait une couple d'années que je fais de la télévision, j'ai remarqué que je me fais jamais reconnaître dans la vie. Puis ça me dérange pas, honnêtement, mais jamais me faire reconnaître. Jamais. J'ai des chums humoristes qui signent des photos, signent des autographes, prennent des photos à chaque jour. Moi, ça m'arrive jamais. Mais curieusement, une dizaine de fois par semaine, et encore hier, au Cora Charlesbourg, je me suis fait dire « Hey, tu ressembles au gars qui fait taxi payant. » Mais c'est moi, câlisse! Je sais pas qu'est-ce que j'ai de si différent de moi dans la vie, mais ça m'arrive tout le temps. Les gens sont tout le temps sûrs que je suis le gars qui ressemble à ce gars-là. L'année passée, je fais un show à Sorel. Avant le show, je vais me chercher un café chez Tim Hortons et je vous le jure, j'invente absolument rien. J'attends dans la file chez Tim Hortons. Petite dame, peut-être début soixantaine, 5 pieds. Elle vient à côté de moi, elle me regarde, mais elle me parle pas. Elle fait juste me regarder. Puis elle est collée sur moi, là. Elle est à 3 pouces, elle me regarde. Puis je le vois qui est là, je fais mon angle mort de piéton à l'occasion, tu sais, puis... Allez, c'est encore là. Puis c'est un peu malaisant, quelqu'un qui te fixe, mais qui t'aborde pas. Puis là, ça dure 30 secondes. Là, je commence à me dire, c'est une prédatrice sexuelle? Tu sais, avec le phénomène de cougar, maintenant. Aussi appelé les vieilles gourmandes. Ou la pulsion de la dernière chance. Mais... Je sais qu'il y a des gens qui sont insultés, ils vont me faire écrire en majuscule demain « T'es pas fin ». Mais ça fait genre 1 minute qu'elle est là, puis je te dis, là, je commence à être vraiment mal. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle veut, cette dame-là? Et c'est elle qui désamorce ça, parce qu'elle me pousse l'épaule un peu agressivement, puis elle me dit, excuse-moi, jeune homme, je te regarde depuis tantôt. Tu ressembles au gars qui fait l'émission, là, à Taxi payant. Puis j'étais honnête et fier de dire, non seulement j'y ressemble, mais c'est moi. Et je vous le jure, ultra sérieusement, elle me regarde, puis elle me dit, va chier. Me faire renvoyer chier parce que je me ressemble. La vie est bien cruelle. Je dis que je me fais pas reconnaître, ça arrive à l'occasion, mais quand ça arrive, c'est rarement des contextes où j'ai envie que ça arrive. L'été passé, je suis dans un bar à Montréal et particularité de ce bar-là, c'est pas des urinoirs individuels blancs, une place, comme tout le monde connaît, c'est un gros urinoir commun. Puis moi, j'aime pas les urinoirs communs dans des bars parce que les gars sous sont pas bons pour évaluer le nombre de places là-dedans. On overpissait de 7 personnes, sérieusement. On est pleine capacité, puis déjà qu'on est squeezé, il y a un ninja de l'urine qui se dit « Ouais, moi, je rentre là-dedans. » Évidemment, il vient tout le temps à côté de moi, fait qu'il me bouscule, t'es vulnérable, t'as le pénis à l'air, tu sais. Fait que je me laisse me faire déplacer, puis là, on pisse, on est collés, nos épaules se touchent, le plus malaisant, nos cuisses se touchent. Et j'aime pas vraiment ce que je vis, et c'est ultra spécial ce qui se passe. Il vient de commencer à pisser, il check un peu c'est qui ses partenaires, tu sais. Puis il check à sa gauche, puis il fait comme... Esti. Alex Barrette. Il se lâche le zouiz et me donne la main. Vous autres, vous riez, ce qui est pathétique. Moi, j'étais fier d'être reconnu. J'y ai serré la main. Je me sentais violé, honnêtement.
Un autre contexte où j'ai été reconnu, puis je trouvais que ça se prêtait pas, dans un salon funéraire. Je reviens à Québec pour aller au salon funéraire de la mère d'un de mes bons chums qui s'appelle Mathieu. Puis il y a une madame qui me reconnaît dans le salon funéraire, puis je suis mal de parler de ma carrière quand il y a quelque chose d'aussi triste. Fait que j'ai dit, on peut-tu reparler? Je veux juste offrir mes sympathies. Puis d'ailleurs, quand j'offre des sympathies, moi, je suis dans un état d'esprit très, très intense. Je veux offrir les meilleures sympathies de la journée. Je veux la palme d'or des sympathies les plus touchantes. Quand j'offre des sympathies, j'ai remarqué que tout ce que je dis, je le dis en chuchotant vraiment trop bas. Comme si la tristesse m'enlevait de la puissance vocale, t'sais. Puis après chaque sympathie, tout le temps un petit hochement de tête de sympathie. Fait que j'ai de l'air de quoi? Je vais voir Mathieu, c'est le premier dans le fil, j'arrive, puis... Salut, Matt. Je voulais simplement te présenter mes sympathies. Je suis désolé pour votre femme. Je voulais seulement vous offrir mes sympathies. Salut, je sais pas c'est quoi votre lien avec le cadavre, mais je voulais seulement vous présenter mes sympathies. En fait, j'ai réalisé que je fais exactement la même face que quand je couche avec une fille. Ça fait 2-3 minutes qu'on a commencé, j'arrête de bouger. La fille, elle me dit, t'es pas venu. Ouais, mais non, ça fait mal là-dessus, là. Votre rire est blessant là-dessus. Non, ça fait mal parce que, tu sais, la sexualité, c'est un peu tabou. Tout le monde veut dire qu'il est bon. Moi, j'ai remarqué que je peux être un peu précoce, tu sais. Voilà, ça va, il n'y a pas de gag, là. Moi, je me dévoile les petits rires méchants. Mais pour de vrai, quand ça fait juste une fille qui te parle de ça, tu fais, bah, elle est peut-être mêlée, mais quand ça fait une couple de filles qui te parlent de ça, tu te remets en question, tu sais. Puis effectivement, le nombre de filles à qui j'ai dit, ah, finis-toi à mitaine. Rendu là, c'est chacun pour soi, ma belle. Des fois, quand je couche avec une fille, qu'on va chez elle, l'hiver, des fois, je laisse mon char tourner. Non, ça, c'est pas vrai en passant, c'est pas vrai. C'est arrivé une seule fois. Mais pour de vrai, je suis pas très connu, puis je veux pas avoir l'air de me plaindre de ça, surtout pas à la télévision. Je suis très zen de ça. Au contraire, ça doit être tough d'être une grosse vedette du Québec. Je suis déjà allé au restaurant avec Charles Lafortune. Charles Lafortune qui est une soie, tout le monde l'aime, tout le monde le connaît, mais tu veux pas être Charles Lafortune. Il rentre dans le resto, tout le monde surveille. Ah, c'est Charles Lafortune, Charles Lafortune. Tout le monde le regarde, tout le repas. Tu sais, ils chuchotent, mais ils sont à 4 pieds. Il entend Charles, tu sais. Puis là, Charles Lafortune. Puis il n'y a aucune marge d'erreur. Il a beau être un chic type, s'il échappe une phrase un petit peu, même pas bête, il est juste un peu pressé, on prendrait la facture. Tu sais, je suis sûr que tu as une madame qui le regarde, qui va faire ah, il est pas fin, Charles Lafortune. Je le savais, il est méchant, cet homme-là. C'est un tas de marge, Charles Lafortune. Je te dis, les gens adorent raconter des anecdotes et les exagérer. Moi, heureusement, ça m'arrive jamais parce que je suis pas connu, mais quand même, des fois, j'ai ça en tête. T'sais. L'été passé, c'est spécial, je roule en voiture à Montréal. La voiture devant moi commence à jeter ses déchets par les 2 fenêtres. Puis pas juste un peu, là, qui serait déjà dégueulasse. C'est ridicule. Napkin, verre de café, paquet de cigarettes, canette de liqueur. Puis je fais comme, mais quel manque de classe. Puis je suis trop curieux de savoir c'est qui. Fait qu'à lumière rouge, je suis allé dans la voie à côté. Puis je vois que c'est 2 gars. Puis honnêtement, c'est drôle à dire, mais j'y regardais. La face des gars fitait avec le comportement. 2 jambons. Je les connais même pas, je le sais que les 2 s'appellent Steve, tu sais. Puis... On salue les Steve dans la salle. Mais attends, le Steve, genre, je suis sûr qu'eux autres, ils écrivent S-T-E-E-V-E. Que même la mère enceinte avait un feeling, ça serait pas un génie, puis on va lui donner le maximum de voyelles. Un prénom, 6 lettres, 3 E. Ouais, ça va être plus facile pour mon Steve. Écoute, c'est drôle à dire, mais j'ai le temps de les regarder, puis il y avait un regard de petit capucin. Tu sais, dans les documentaires animaliers, les petits singes qui comprennent jamais rien, là. Je regardais, puis ils ressemblaient à ça, quoi. Genre de gars qui pense que le tissu autour d'un oreiller, c'est une tête d'oreiller. Ça me fait rire. Je sais qu'il y a un Steve qui fait comme, c'est pas une tête, tabarnak? Genre de gars que sur Facebook, dans scolarité, ça doit être écrit « École de la vie ». Un programme qui est pas si contingenté en passant.
la vie qui est plutôt lousse sur les admissions. Très rare que je fais ça, mais je me suis permis d'intervenir. Je les ai tellement trouvés dégueulasses, je me suis permis de parler au gars. Je disais, excuse-moi, je vous suis depuis tantôt. Gros ménage, les boys? Puis on s'entend, c'est assez délicat comme remarque, mais le gars me prouve que c'est un jambon, me regarde, puis qu'est-ce que tu veux, toi, Chris? Puis son agressivité m'a rendu agressif. Je me suis pas reconnu, je suis zéro comme ça. Mais dans le feu de l'action, et une phrase que j'ai regrettée instantanément, j'y ai dit « Tant qu'à sortir tous les déchets de ton char, sac-toi donc en bas. » Et là, j'ai de l'air brave comme ça, mais non, je mérite même pas d'être applaudi. Je suis zéro brave dans la vie. Je suis le plus gros chicken que t'as jamais rencontré. Alex Perron me pèterait la gueule. Alex et ses cheveux d'éventail. Calisse, que c'est lettre, est-ce que... Non, mais... J'adore Alex Perron, mais c'est une catastrophe capillaire. Mais bref, je viens d'échapper cette phrase-là, et là, j'ai une shot d'adrénaline. Je me dis, oh mon Dieu, Seigneur Jésus des tropiques, je vais me faire tabasser. Et là, je regarde droit devant, en dessous du niveau de la fenêtre, je barre ma porte. Et là, j'espère qu'ils sortent pas. Puis effectivement, ils sortent pas. Puis je me dis, OK, même si ça n'en vient pas au point, il va y avoir des conséquences parce qu'ils vont raconter cette histoire-là. Ils vont sûrement l'exagérer. Ça va nuire à mon image. Je suis fini. Puis là, je pensais beaucoup trop loin. Des fois, la vie te fait des petits cadeaux magnifiques. Je me rappelle encore, le gars bien fâché me regarde puis me dit, « T'es qui, toi, calice? » Aïe, aïe, aïe. Philippe Band. Et d'ailleurs... Je me sentais mal. Phil, c'était un bon job. Je l'ai appelé 5 minutes après. Ouais, Phil, ça se peut que tu te fasses péter la gueule par 2 Steves à Montréal. C'est drôle parce qu'on se fait souvent confondre, Philippe et moi. Puis moi, je trouve pas qu'on se ressemble, mais force est d'admettre qu'il y a des gens qui trouvent ça. Ça arrive tout le temps. Puis on a commencé à s'appeler depuis 2-3 ans. Chaque fois que quelqu'un parle à Phil de Taxi Payant puis qu'il dit « Hey, j'adore ton émission », Phil, il m'appelle. Moi, chaque fois qu'une fille me dit « On a couché ensemble », j'appelle Philippe. Phil, qui est une machine en passant. Je suis curieux de voir ce soir, par applaudissement, ceux qui ont couché avec Philippe Band. C'est vrai ou c'est une joke? Ah, il y a comme des gens qui font on dirait un mauvais public de coups de foot. Ah! Mais pour de vrai, moi et Phil, on est ultra différents à ce niveau-là. C'est le plus grand Don Juan que j'ai vu de toute ma vie. Moi, c'est plus difficile. Je suis ultra timide. J'ai de la misère à faire les premiers pas. D'ailleurs, je tiens à le dire, j'utilise mon spectacle. Je suis célibataire. S'il y a des filles qui sont célibataires qui veulent aller prendre un verre ce soir, ben, vous êtes les bienvenus. S'il y en a qui veulent se manifester... Comment? Tu vas vouloir prendre une pastille pour la gorge. Tabarouette! Merci de m'aimer, mon gars, mais va te soigner. On dirait Garou qui a fait l'amour avec Thérèse Montcalm. L'enfant que ça donne, c'est cette voix-là. Mais pour le vrai, merci. Mais c'est quoi ton nom, mister? Non, embarque. Tabarouette. Hey, c'est ça. J'ai oublié de dire les règlements en début de soirée. C'est pas un show dont vous êtes le héros en passant, là. Ouais, ben là, Alex, il parle depuis 15 minutes. Me semble que c'est à moi, là. Steve! Mais pour le vrai, oublie ça, l'autre. Mais le premier qui a parlé avec la voix endolorie, c'est quoi ton nom? Hey, mon gars, c'est pas normal que tu parles puis que moi, j'ai mal à la gorge. Carl, c'est quoi ton signe astrologique? Dis-moi que tu me niaises. Si c'est taureau, pour le vrai, c'est spécial parce que je lis jamais l'horoscope. Jamais. J'avais du temps aujourd'hui, je lisais le journal. Puis taureau, ça disait de farmer ta gueule. Mais... Hey, d'ailleurs, je lisais ça, je me disais, c'est rough l'horoscope, pareil, mais... J'ai même relu... Non, ça disait de farmer ta gueule. Mais pour le vrai, je suis célibataire, à part Carl et Steve. Y a-tu des filles, pour le vrai, qui iraient prendre un verre avec moi ce soir? Ah, yeah! Je suis content. Les filles faciles qui se manifestent. Mais la première qui a crié, c'est quoi ton nom? Et palais.
Vous allez bien, madame? Ça va bien, Rose-Aimée? Quel âge as-tu? Mais pour le vrai, Rose-Aimée, c'est ton vrai nom? T'as-tu Frenché avec Carl puis t'as pogné sa grippe? Y a-tu des vraies candidates? Hein? Jessica, super. Jessica, quel âge as-tu? OK, gars, ce qu'on va faire, on va prendre une petite pause. Tout le monde dans la salle va aller chercher une pastille pour la gorge. Ça va-tu, les voix de cul, galice? OK, y a-tu une fille... écoute, Jessica... Ben, dis ton nom! Hein? Annie, quel âge as-tu, Annie? 35. J'ai 36, c'est magnifique. Tu fais quoi, Annie? Infirmière. OK. Bon. Ben non, mais c'est correct, infirmière, un petit salaire d'appoint dans un couple, ça peut être... Non, j'ai ultra du respect pour les gens qui travaillent en santé. Écoute, Annie, t'es sérieux, là? On va te prendre un verre ce soir? OK. J'ai aimé ta belle spontanéité. Ouais. On se rejase, Annie. Moi, pour le vrai, gars, tu vois comment je suis pourri pour causer. Je me ramasse tout le temps avec une Rose-Aimée, puis... Mais pour le vrai, j'ai de la misère à faire les premiers pas. Je suis ultra timide. Même mes chums rient de moi. On était dans un bar l'été passé, puis il y a une fille, depuis le début de la soirée, elle me regarde, elle me sourit, puis mes chums, ils me disent « Alex, va y dire salut, va y payer un verre, t'as rien à perdre de juste faire connaissance. » J'ose pas. Puis c'est là que je suis content de faire la télé à l'occasion pour ça. La fille se lève, elle vient me voir, puis elle me dit « J'adore t'expayant, tu me fais très rire. Est-ce que je peux te payer un verre? » Tabarouette. D'alcool gratuit, c'est sûr. Fait qu'elle va me chercher un verre, puis c'est beau, tu peux t'en aller. Puis... Non, je suis pas un imbécile. J'ai saisi l'opportunité, puis là, on jase ensemble, puis j'ai repayé un autre verre, puis ça me surprend, ça fait peut-être une demi-heure qu'on se connaît, et elle me dit « Je vis à 2 coins de rue d'ici, ça te tenterait-tu de venir chez nous prendre un autre verre? » Puis je trouve que ça va vite, puis là, je veux pas m'emballer. Je me dis, elle a peut-être des colocs, il y a peut-être une soirée chez elle, on sait pas. On arrive là, juste les deux, elle nous sert 2 bières, puis là, la soirée évolue. L'affaire, c'est que moi, je suis pas confiant qu'une fille veut coucher avec moi. Ça fait mal, mais j'ai pas ça en tête. Je suis confiant qu'une fille me trouve drôle, ça, j'y crois, qu'une fille me trouve sympathique, un bon animateur de quiz, mais... me valorise avec les choses que je peux. Mais on dirait que j'ai jamais en tête qu'une fille veut coucher avec moi. Mais ce soir-là, je me rappelle, il y avait des petits signes précurseurs, tu sais, comme... ben, on était nus. Elle me crossait le bat. Là, ça me fait rire. Je vois les gens plus âgés un peu. Ouais, ça fait changement d'atome crochu. Inquiétez-vous pas, mon show n'est pas vulgaire en passant. Crosser le bat, on vient de vivre le pic de la vulgarité. Il n'y aura pas plus vulgaire que crosser le bat, en passant. C'est juste que j'adore cette phrase-là. Elle me fait rire. Je trouve qu'elle sonne bien, crosser le bat. Est-ce que tu l'aimes, toi, Annie, cette phrase-là? Non. Mais pour de vrai, moi, je suis pas si confiant en one night. Puis quelque chose qui a bousillé ma confiance, puis ça, c'est sérieux, la pornographie sur Internet, ça a complètement démoli ma confiance. Je suis pas un grand fan de pornographie, là. Je suis déjà allé sur des sites comme ça 2, 3, 1000 fois, mais... Mais sérieusement, j'aime pas ça. Je trouve que c'est pas une vraie image de la sexualité. Je trouve que c'est complexant pour tout le monde. J'aimerais pas être une femme et me comparer aux standards de femmes qu'on voit là-dedans. Même en tant que gars, c'est ultra complexant. Moi, mon gros complexe, pas tant physiquement, un peu aussi, quand même. Non, mais sérieux, là-dedans, c'est démesuré. La dernière vidéo que j'ai regardée, j'ai pesé sur pause, voir si je voyais bien. Puis ça avait aucun bon sens. L'acteur, là-dedans, son pénis avait la taille pour faire tous les manèges à la ronde. C'était démesuré. Mais c'est pas ça mon complexe. Je suis à l'aise avec le corps que j'ai. Ce qui me complexe vraiment, c'est la façon dont les acteurs là-dedans réagissent lors de l'orgasme. Honnêtement, tu peux pas accoter ça en tant que civil.
Non, mais dans le sens, tu sais, les gens comme vous, comme moi, qui font pas ça de leur vie, faire l'amour, c'est agréable, puis jouir, c'est le summum du plaisir. Mais ces gars-là, là-dedans, ils ont même plus de l'air d'avoir de fun. Ils ont de l'air fâchés, en fait. On dirait un super-héros qui vient d'accomplir une mission. C'est tout le temps un genre de... Quand il jouait, c'est tout le temps genre de... Fuck yeah! Ça va-tu, mon chum? Moi, quand je jouis, ça ressemble pas à ça. Je me suis jamais filmé, là, mais quand je jouis, ça peut m'arriver d'échapper un petit... Tu penses que tu couches avec Alex Barrette? Non, t'es avec Bibi, de Bibi Geneviève. Je dois être dégueulasse à voir. Et sympathie. Je suis un meilleur chum que One Night. Ça, je suis confiant d'être bon. Ma dernière rupture m'a brisé le cœur parce que j'étais sûr que ça allait bien. Même, je l'ai pas vu venir. Les jours précédant la rupture, elle m'écrivait encore des textos amoureux. Puis moi, j'adorais ça. Mon ex-blonde m'écrivait tout le temps 3 becs par texto, XXX, genre 20 fois par jour. Puis j'adorais ça, recevoir ça. Mais ça me gossait parce que, peut-être qu'il y en a qui ont remarqué ça, le iPhone le sait pas que c'est pas un mot, tu sais. Puis il met quand même une majuscule au premier des 3 X. Puis j'avais comme l'impression qu'elle me faisait... Mouah! 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 Ben bon, ça, c'est peut-être de la maladie mentale, mais... Mais sincèrement, il n'y avait jamais de chicane. C'était une relation qui allait tellement bien. La seule chicane dont je me rappelle, c'est un peu absurde, c'est en regardant la série Walking Dead. On était des méga fans de Walking Dead. Puis ceux qui savent pas c'est quoi, ben en gros, c'est des morts vivants. Là. Moi, je suis pas trop science-fiction, mais c'est tellement bien fait. Des gens qui se font mordre par des morts vivants ou des gens qui sont déjà morts, qui pognent le virus, puis là, sont couchés pendant une couple de semaines à terre. Puis quand ils se relèvent, c'est tellement réel. Ils se relèvent... Ils déambulent toute la gang dans la ville. On dirait des BS partout. Sérieusement, on dirait Vanier le 1er du mois. Et... Ah, tu veux? Y a-tu des gens de Vanier dans la salle? Cool, merci d'être là. Mais pour le vrai, j'adore Vanier, mais Walking Dead, c'est ça. C'est des morts vivants partout, puis c'est bien fait. Puis à un moment donné, c'est là qu'on a eu notre seule chicane de couple, parce que mon ex-blonde, c'est une fille qui est toujours magnifique, et je disais tout le temps à quel point je la trouvais belle. Je jouais une coupe de ligue au-dessus de la mienne, d'être avec elle, puis je la martelais de compliments. Puis à un moment donné, je la trouve exceptionnelle, puis j'ai dit, avec les meilleures intentions, j'ai dit, chérie, t'es la 4e plus belle fille sur Terre. Et... Ah, tu veux, c'est ça? J'entends des « ah, ah ». C'est ça, les filles, vous avez un défaut. Des fois, vous êtes capable de recevoir un compliment et, dans votre tête, le transformer en insulte. Vous êtes des défricheuses de mauvaise foi professionnelle. Mon ex était comme ça, en tout cas, parce que, tu sais, t'analyses ça, là, 6 milliards d'humains sur Terre, 3 milliards de femmes, 4e sur 3 milliards, c'est pas mauvais, honnêtement. Tu me dirais que je suis le 4e plus beau gars sur Terre. Je sais que c'est zéro vrai. Il y en a partout, là, des mannequins, des athlètes, des surfeurs, les Australiens. Tous les Australiens sont plus beaux que moi. Si on fait un palmarès, je suis même pas top 500 millions sur Terre, tu sais. Mais c'est ça, les filles, vous êtes différentes. D'ailleurs, je vois les filles qui m'écoutent même plus depuis 30 secondes. Les filles qui ont décroché complètement du show. Je sais ce que vous dites. C'est qui les 3 premières? Parce que... Ah, c'est ça. Exactement, c'est ça. Vous avez ça. Au lieu de focusser sur les 3 milliards en dessous, non, on va aller marteler la zone douloureuse. Mon ex-blonde a le même réflexe. J'ai dit que c'est la 4e plus belle fille sur Terre. On dirait qu'elle est furieuse. Elle me dit, c'est qui les 3 premières? Puis là, je m'attendais pas à justifier mon compliment, mais j'étais honnête. Ben, la beauté, c'est très personnel, mais pour moi, la plus belle femme sur Terre, c'est ma mère. Je la trouve merveilleuse. Ah, tu vois? Vous êtes ridicule. Il y a 1 minute, offusqué, puis là, maman, ah, il est cute. Vous êtes, honnêtement, vous êtes manipulable. J'ai l'impression que vous êtes des marionnettes. J'ai l'impression d'avoir ma main... En tout cas, mauvaise image, mais... Mais ma blonde a eu la même réaction. Quand j'ai dit ma mère, elle fait comme, ah, t'es cute, chérie, elle est tellement belle. Ta mère, c'est tellement une belle femme. C'est qui la 2e? La 2e, c'est ma nièce, Élisabeth. Je la trouve merveilleuse. Puis, ah, t'es cute, t'es tellement belle, Élisabeth. C'est qui la 3e? Et ça, c'était plus délicat, un peu. Et... J'aurais dû être malhonnête, mais j'ai dit la vérité. J'ai dit la 3e, c'est l'ancienne joueuse de tennis, Anna Kournikova. Peut-être qu'il y en a qui la replacent, joueuse russe de tennis. Elle a fait des calendriers à une certaine époque. Moi, je les ai eus, ces calendriers-là. J'ai jamais autant revérifié des dates que ces années-là. Et
éblouissante. Le Sports Illustrated l'a classée plus belle athlète féminine de tous les temps. Plutôt d'accord avec ça. Mon ex-blonde, si je me fie à sa réaction, pas très d'accord. Parce qu'elle a comme fait, Anna Kournikova, arc, elle est dégueulasse. Anna Kournikova, dégueulasse. Tu dois pas bien la replacer. Ouais, je sais très bien c'est qui. Elle a les cheveux blonds, elle a du botox partout d'en face. Cette fille-là, elle est dégueulasse. Puis là, on s'assine à savoir si Anna Kournikova est magnifique ou dégueulasse. Puis c'est là que j'ai dit, écoute, chérie, c'est un peu absurde. Dans les 3 qui te battent dans mon palmarès, celle qui te fâche, c'est Anna Kournikova. Ma mère a 68 ans. Très belle femme, ma mère, là, magnifique, mais tu sais, les cheveux poivre et sel. Puis depuis une couple d'années, petite pénurie de poivre. Ma mère a les cheveux sel depuis 2008. Ma nièce a 13 ans. Tu te fais battre par une préado, puis ça dérange pas. Toi, ce qui te fâche, c'est Anna Kournikova. Puis c'est là qu'elle me dit, honnêtement, ça me dérange pas parce que cette fille-là, je la trouve dégueulasse. Mais ce que je trouve blessant, c'est que dans un compliment, tu me dises qu'une fille est plus belle que moi. Tu sais, t'as beau le penser, mais dis-le pas. Va t'apprendre quelque chose dans la vie, Alex, là. Quand tu fais un compliment à une fille, t'es pas obligé de dire toute la vérité. Je pense que j'ai déjà compris ça, là. Parce qu'on dirait que si je disais toute la vérité, j'aurais vraiment peur que tu perdes ta 4e place. Oui. Merci de rire, elle n'a pas eu ce sens d'humour-là là-dessus. On a eu cette chicane-là, puis quelques jours après, pour d'autres raisons aussi, elle m'a laissé. Et je me suis ramassé du jour au lendemain, célibataire. Puis aussi, moi, je vivais chez elle. Fait que je me ramasse sans logement. Puis je me rappelle encore, c'est un soir d'hiver, je suis célibataire, je suis démoli, je sais pas où dormir. Et je suis allé dormir chez un de mes meilleurs amis dans la vie, Jérémy Demé, que vous connaissez sans doute, l'humoriste. En fait, ben, plus que, désolé, le conférencier, en fait. Tu ris pas beaucoup, mais il parle beaucoup de bonheur et tout ça. Mais pour de vrai, Jérémy, c'est un de mes bons chums, puis je le connais depuis 9 ans. Il est très intense. Il est même un peu ésotérique, il est même un peu gourou. Il peut me faire peur des fois. Ce soir-là, je me morve d'en face tellement que je pleure. Je suis démoli. J'arrive chez eux, je dis que je viens de me faire laisser. Première chose qu'il me dit, Alex, aie de la gratitude. On dirait que je suis pas encore là dans le processus. C'est quoi, je suis en retard dans les étapes du deuil. Puis non, c'est juste que là, tout le monde passe par là, puis ça fait mal. Mais là, tu te concentres que sur la rupture. Aie de la gratitude pour tout ce que tu as. Parce que tu as beaucoup, tu as la santé. On vit dans un pays magnifique, tu as des gens qui sont là pour toi. Aie de la gratitude, mon ami. Puis là, je pense à ça un peu, puis le bout qui suit a été très malaisant parce que, tu sais, les Européens ont moins d'inhibition par rapport à l'affection entre hommes, tu sais, les bisous à pu finir, les collades. Puis moi, je connais Jérémy, je suis à l'aise avec ça, mais ce soir-là, peut-être que j'étais vulnérable, mais Jérémy s'est gâté. Attends, il n'y a pas eu pénétration, mais... Sérieusement, avec du recul, j'aurais préféré pénétration. Ça a tellement été malaisant. Autant que je le connais, ce soir-là, il a échappé complètement. Il s'approche de moi, il me serre le plus fort, puis il ferme les yeux, il se colle le visage contre le mien, les yeux fermés, et il commence à me respirer dans l'oreille à tour de bras. Mais tu comprends pas, le genre de... Comme s'il aspirait mon âme à chaque fois. Et si c'était que les respirations, non, ça finit pas. Il a toujours les yeux fermés, à bout portant. Ses lèvres viennent taquiner mon lobe d'oreille. Et il me murmure « Gratitude. Je veux que t'aies de la gratitude, mon ami. Gratitude. » J'ai été violé de gratitude. Mais j'ai quand même dormi là. Le lendemain matin, Jérémy me réveille et il me dit « Alex, bonne nouvelle, ma psychologue accepte de te voir. » L'affaire, c'est que Jérémy, il me parle de sa psychologue qu'il voit depuis plusieurs années, qui travaille sous hypnose. C'est une vraie psy, mais elle hypnotise les patients lors des séances. Puis moi, dans la vie, j'ai tendance à être un petit peu sceptique. Des fois, j'ai tendance à pas croire à ces hosties de marde-là. Et... Pour moi, il était hors de question que j'aille voir cette dame-là, mais là, il insiste fort, puis il me dit « Je te paye le rendez-vous, c'est mon cadeau d'ami, ça va t'aider, s'il te plaît, faut que tu l'essayes, Alex. » Fait que je vais là un peu à reculons chez cette dame-là qui s'appelle Louise, travaille chez elle à domicile. J'arrive, elle me rouvre la porte, puis elle me dit « C'est Alexandre, moi, c'est Louise. Tu peux me suivre. » Elle m'amène dans son bureau, il y a un lit, une chaise, puis elle me dit « Tu peux t'étendre ici. » Je me couche, elle s'assoit à côté de moi, elle me dit « Tu peux fermer les yeux, tu peux respirer. » Ah, ben ça... J'avais commencé au niveau de la respiration.
Mais là, je ferme les yeux. Ça fait 2 minutes que je suis rentré là, je suis étendu chez elle. Et elle s'approche de ma tête et elle commence à me guider dans ma respiration. Elle me dit une phrase qui ressemble à « Accueille chaque bouffée d'air comme une offrande de la vie ». Mais là, je veux lui démontrer que je respecte les consignes, fait que je me ramasse à respirer de façon beaucoup trop exubérante, là. Un genre de... Ah! Elle est à qui, la belle bouffée d'air? Elle est à moi. Fait que je respire avec gratitude, puis ça dure une couple de minutes, et là, ça commence. Elle me dit, maintenant, je vais te demander de te concentrer sur tes pieds qui accueillent l'énergie. Au passage de l'énergie, tes muscles deviennent complètement détendus. L'énergie monte dans tes mollets, tes cuisses qui sont détendues. L'énergie monte dans le haut de ton corps, tes épaules, ta nuque, ton cou sont détendus. Ça fait 5 minutes, je me fais marteler que je suis détendu. Et au bout de 5 minutes, c'est là que j'ai entendu la phrase la plus fuckée que j'ai entendue de toute ma vie, toute situation confondue. J'ai les yeux fermés et elle me dit, on est maintenant prêt à aller sous hypnose. Je vais te demander d'enfiler ta combinaison de lumière. Le seul petit pépin, c'est que j'avais aucune idée c'est quoi. Jérémy m'a pas dit qu'il fallait que j'amène du stock, tu sais. Je sais pas vous autres, mais moi, j'avais jamais entendu parler de notion de combinaison de lumière. Puis je garde les yeux fermés, je me dis, elle va poursuivre, mais elle poursuit pas. Ce qui me laisse croire que c'est comme à moi de faire quelque chose. Et là, tout se bouscule, ça se passe vite, mais dans le feu de l'action, et c'est la plus grande humiliation de toute ma vie. Je me réveille encore la nuit pour mal filer avec ça. Tout ce qui m'est venu en tête, les yeux fermés, j'ai mimé la combinaison de lumière. Je suis étendu à côté d'elle, j'ai les yeux fermés et j'ai fait un genre de... Et j'ai dit la phrase « Je suis lumineux. » Et vous autres, vous riez, mais ça me fait mal de raconter ça. Quand j'ai dit ça, elle est partie à ricaner dans mon oreille. Puis là, elle m'a dit que c'était plus un état d'esprit. « Ben dis-le! » Parce que ça m'aurait sauvé, cette humiliation-là. J'avais la face rouge qui bouillait. Puis je me suis dit, c'est sûr que je suis une anecdote de psychologue. C'est sûr que dans un congrès de psychologue, elle raconte à des collègues, moi, je n'ai un qui a fait des pantalons de lumière. Puis là, les gens qui font comme, mais non, tu me niaises. Oui, il a zippé de la lumière. Le pire moment de ma vie, j'ai la face rouge, puis là, je fais comme, ah, je veux m'en aller, mais en même temps, ça impliquerait que je rouvre les yeux, faire coucou. C'est moi le gars qui s'habille dans la lumière. Fait que je fais la séance au complet et à la fin de la séance, elle me demande de me rasseoir sur le lit. Elle me parle un peu puis elle me dit « Alexandre, je sais pas si on va avoir l'occasion de se revoir. » Jamais, Louis. Je te revois plus jamais. Non seulement je te revois pas, demain, je vais avoir un autre hypnotiseur à me faire oublier ce que j'ai vécu aujourd'hui. Louise, j'ai zippé de la lumière. Fait que non, c'est sûr que je reviens plus ici. Puis elle me dit, c'est dommage parce qu'on aurait pu faire un beau travail, Alexandre. T'as parlé beaucoup sous hypnose et c'est plate à dire, mais tu sembles ne pas avoir une bonne estime de toi. Et avant de vouloir plaire à tout le monde avec ton métier, vouloir tomber en amour avec une nouvelle amoureuse, la première personne que tu dois apprendre à aimer, c'est toi-même, Alexandre. Tu dois tenter de te séduire toi-même. Ça fait 2 ans et demi qu'elle m'a dit ça. Ça fait 2 ans et demi que je tente de me séduire de toutes sortes de façons. Vraiment de toutes sortes de façons. Je me suis même écrit une lettre d'amour la semaine passée. Et je l'ai reçue cette semaine. Fait que... je pensais peut-être vous lire ça. J'espère que personne ne va être mal avec ce moment-là. C'est peut-être le moment le plus intime de la soirée, mais bon. Excellent. OK. Salut, Alex. Ça va? Moi, ça va. Je t'écris pour te dire que je t'apprécie. En fait, tu me plais beaucoup. L'autre jour, en sortant de la douche, je t'ai vu dans le miroir. Ton corps dénudé et humide.
J'ai aimé ce que j'ai vu. Et viens pas me dire que tu me regardais pas, toi non plus. Je l'ai vu ton regard. Tu me souriais, je te souriais, immobile, pendant de longues minutes. Hélas, ce moment a pris fin parce que ça commençait à chuchoter dans le vestiaire de hockey. Tu peux me faire confiance, Alex. Je ne dirai jamais tes secrets. Comme la fois où tu revenais d'un spectacle, tu étais horny et tout ce que tu avais sous la main, c'était une roussette de chez Tim Hortons. D'habitude, les pâtisseries, c'est toi qui les goûtes, mais cette fois-là, oh, qu'elle y a goûté, la chanceuse. J'ai toujours su que tu avais la dent sucrée. Jamais je me serais douté que tu avais le pénis sucré. Ce qui me rend le plus mal à l'aise de cette soirée-là, c'est plus tard, quand t'avais faim. Et que tu t'es dit, personne ne va le savoir. Tu fuis encore dans l'humour, Alex. C'est supposé être une lettre pour apprendre à t'aimer, puis tu te fais des jokes de one night avec une pâtisserie. Arrête, Alex. Règle tes problèmes. Tu le sais que t'es fragile. Ta confiance est solide comme une pyrouline. Ils sont tout le temps pétés, ces estis-là. C'est pas normal pour un gars de 36 ans de toujours finir tes soirées les yeux pleins d'eau en écoutant Un ange qui passe de Annie Villeneuve. Voici la liste des gens qui écoutent encore cette chanson-là. Toi et Annie Villeneuve. Même Suzy est plus capable. T'as pas tant d'amis, Alex. À chaque année, quand t'es nommé au gala artiste, tu reçois une bouteille de champagne par la productrice, tu sais même pas avec qui la boire. Puis c'est spécial offrir un verre de champagne au gars qui vient installer ton hélico. Fait que tu te ramasses à boire du champagne seul, en regardant Taxi payant. Le lundi à 20h. Sur les ondes de V-Télé. Tu sais, Alex, tu montes souvent sur scène. Quand les gens rient, ça te fait du bien. Ça te fait beaucoup de bien, en fait. Mais tu le sais que tu as besoin de plus que ça. Ce que tu voudrais vraiment, ça serait de coucher avec Annie. Ben non, Alex, tu vises mieux que cette fille-là. T'es pas game de lever les yeux, Alex. Aïe, aïe, aïe. Alex, prends soin de toi. Je t'aime. Ton ami, Alex. Mouah! Mouah, mouah. Coucou. J'ai une petite remise en question suite à la rupture parce que, comme je vous disais, je vivais chez mon ex-blonde. J'ai dû me retrouver un appartement. Et ce que j'ai trouvé, c'est un petit loft. C'est gros comme une chambre d'hôtel. C'est plus petit que la maison que vous voyez sur scène. C'est tout à air ouverte. Ça fait 2 ans et demi, je suis toujours dans cet appartement-là. Puis je fais pas pitié, là, je suis correct. C'est petit, mais ça va. Mais j'ai eu une grosse remise en question l'année passée, le 30 septembre 2016, le soir de mes 35 ans, pour un concours de circonstances. Première fois de toute ma vie que personne m'organise quoi que ce soit pour ma fête. Puis moi, je suis trop orgueilleux pour appeler des gens. Je trouve que ça fait un peu loser. Fait que j'attends que l'invitation vienne. Elle vient jamais. Je me ramasse pour mes 35 ans à souper seul dans mon petit appartement. Et le téléphone sonne, c'est mon père qui m'appelle. Puis je vois allô. Puis il me dit « Salut, mon garçon ». Puis d'ailleurs, ça me touche quand mon père il m'appelle comme ça, quand j'avais 7-8 ans, tu sais. Puis je suis devenu un peu émotif. J'ai dit « Peux-tu leur dire, père, s'il te plaît? » Puis il a dit « Quoi ça? Peux-tu leur dire, mon garçon? » Puis il a dit « OK. Salut, mon garçon. » Puis, pourrais-tu leur dire une autre fois, père, s'il te plaît? Puis il m'a dit « Ouais, mais là, ça va être la dernière. » Salut, mon garçon. On jase un peu, puis mon père est super sympathique, puis il est vraiment très, très aimant, mais il me dit quelque chose qui me frappe. Il me dit « J'espère que tu vas passer une belle année, parce que 35 ans, moi, Alex, ça a été de loin la plus belle année de toute ma vie. » Puis « Ouais, pourquoi tu te rappelles pas de 35 ans? » Il dit « Je me rappelle très bien, parce que l'été avant mes 35 ans, c'est là que j'ai fini de bâtir la maison dans laquelle on vit toujours, ta mère et moi. Et on t'a eu aussi, Alex, quelques semaines avant mes 35 ans. Fait qu'il y avait ton frère, ta sœur, puis là, toi, tu venais compléter la famille. Et c'était tellement agréable de revenir du bureau, puis de passer des belles soirées avec ma femme, mes 3 enfants, dans la belle grande maison que j'ai bâtie. Il dit, je me rappelle encore ma fête de 35 ans, tout le monde était là, on était une centaine. Avec ma femme, mes 3 enfants, dans la belle grande maison que j'ai bâtie. Puis là, il me dit, c'était parfait.
Là, ma vie est une beurrée de merde. J'ai raccroché, je me sentais comme un détritus. J'ai commencé à me comparer avec mon père, puis nos vies n'ont rien à voir. Mon père avait déjà 3 enfants, moi, je n'ai toujours pas. Puis d'ailleurs, j'en veux, mais je réalise qu'il faut que tu aies des enfants pour apprécier les moments avec les enfants. Parce que quand tu es encore lucide... Moi, j'ai vu ça récemment. Je suis invité dans un brunch. Tout le monde a des enfants. Le couple qui nous invite ont 4 enfants. Je suis le seul qui n'a pas d'enfants. Puis j'ai du plaisir, mais tu sais, modéré, jusqu'à un certain point. Puis à un moment donné, j'ai vu que je suis pas un parent encore quand il y a une mère beaucoup trop hystérique qui dit « OK, tout le monde, je veux de l'attention, tout le monde, c'est important. Tout le monde, OK. Dans 5 minutes, c'est important de descendre dans le sous-sol. Les enfants préparent un spectacle depuis 1 heure. Dans 5 minutes, ils présentent le spectacle. C'est important que tout le monde soit là dans 5 minutes. » Le spectacle... Aïe, aïe. Fait que tout le monde, on descend. Puis là, ils ont mis un drap pour les cacher, mais on les voit derrière. On vous voit quand on les... Ça brise la magie. Mais non, je te vois. Mais... Ça va, on attend. Puis là, ça commence avec la petite Annabelle qui sort. Elle s'est mis des ailes de papillon. Elle a 5 ans. Petit costume de papillon. Puis là, elle commence son numéro. Puis pour de vrai, je suis pas de mauvaise foi. Là. Je peux même pas dire c'est un spectacle de quoi. C'est-tu de la danse ou du mime ou je sais pas quoi? Puis même, j'ai des regards malaisants avec mes chums. C'est ordinaire, quand même. Mais là, c'est là que tu vois que je suis pas un parent parce que tout le monde, à part moi, il y a comme une vague d'applaudissements, comme si c'était le Cirque du Soleil, là. C'est dithyrambique comme accueil. Je suis le seul qui a eu un peu de courage d'être honnête. J'ai dit, c'est pas bon, ton spectacle. Mais c'est pas un spectacle, ça, ma belle. Tasse-toi, je vais t'aider. Regarde, je suis pas capable. Je l'ai sauvé, j'ai fait un numéro de mon show. Puis là, tout le monde riait, sauf la petite qui pleurait. Esti de conne. Non. Tu veux pas recevoir la critique, faisant pas de spectacle. Puis là, elle décrochait pas de pleurer. Ils sont ultra centrés sur eux à cet âge-là. Mais pour de vrai, j'aime les enfants. J'adore passer des moments avec les enfants. J'ai beaucoup de plaisir. Puis d'ailleurs, je trouve que les beaux avantages d'être dans des contextes où il y a plein d'enfants. Moi, j'ai un problème dans la vie. Je bois beaucoup de Perrier. Des canettes de Perrier, je peux en boire 6-7 par jour. Ça fait que des fois, je suis ballonné un peu. Ça, c'est correct. J'ai appris à vivre ballonné. Mais des fois, l'étape d'après... des fois, je réalise que j'ai un petit gaz en chantier et... Attends, là, je suis pas le gros dégueulasse. Jamais tu vas me voir péter en public. Je suis pas cet imbécile-là. Là. Si jamais j'ai un gaz, je veux que personne ait à subir ça. Je m'en aller à l'extérieur de la maison. Je vais mettre mon manteau s'il faut. Mais des contextes où il y a plein de bébés naissants. Des alibis parfaits. Pourquoi sortir quand t'as plein de petits bébés qui veulent prendre le blanc? J'adore péter sur les bébés. Sérieusement. Et ça, je niaise pas en passant. Ça, c'est pas de l'humour, là. Je fais ça. Je suis rendu un Jedi. Je suis rendu rodé au quart de tour. J'en spot un que les parents sont pas concentrés ou qu'ils sont dans une autre pièce. Je fais semblant d'être intéressé. Puis là, rapidement, j'y pète dessus. Puis, ce qui me fascine, c'est que personne s'en rend compte, sauf les bébés. Ils ont beau avoir 3-4 mois, tout le temps, ils se lèvent la tête, puis petit regard qui veut dire « Fuck you, guys ». Je te dis, ils sont fascinants. Ils ont 3 mois, ma couche a beau être pleine, mais fuck you. Je prends pas le blanc de ça. Ah, ta parole contre la mienne. J'adore péter sur des bébés. J'adore ça. Ce qui est le fun, essayez ça, c'est que ça passe inaperçu. Péter sur un bébé, c'est un peu comme péter au marché aux puces Jean Talon à Charlebourg. Des gens raffinés. La crème de la crème. J'en veux des enfants, j'en veux, je suis rendu là. Puis tout le monde autour de moi en ont. Mon meilleur ami qui s'appelle Kevin Murphy. D'ailleurs, j'en parle souvent dans mes publications Facebook. Quand il y a un Kevin, c'est Kevin Murphy. Et il y a une couple de mois, il m'invite à souper, lui et sa copine, Marie-Christine. Je les adore, puis je vais souvent souper chez eux. Ce soir-là, c'est spécial parce que Marie-Christine, elle me dit « Alex, on a quelque chose à t'annoncer. » Puis elle a de la misère à parler. Elle a la voix qui shake, elle a les yeux qui deviennent pleins d'eau. Et elle abandonne de me le dire. Elle fait juste me regarder en pleurant, en se caressant le ventre. Puis moi, je suis pas un épais, j'allume. Je fais « Ah, t'es ballonné, toi aussi. »
Non, je suis pas un imbécile. Ça faisait des mois qu'il s'essayait, fait que je comprends qu'elle est enceinte. Et moi, je suis ultra sensible. Je deviens mes yeux pleins d'eau, moi aussi. Puis tabarouette, c'est magnifique. Puis ils veulent me scier les jambes. Elle me dit, Alex, oui, je suis enceinte et on aimerait que tu sois le parrain de notre enfant. Et là, oh, c'était beau, ça. Oh! Mais je suis devenu ému, comme tu peux pas comprendre. Je pars à brailler. C'est pas super valorisant, mais je pleurais comme une fillette au concert de Justin Bieber. Mais bref, je pleure sans arrêt, puis c'est un peu malaisant. Il m'annonce une belle nouvelle, puis il se ramasse à me consoler. Puis là, on fait une collade à 3. Puis moi, je leur disais « Gratitude! » Mais j'ai pris le dossier au sérieux. 2-3 jours après, j'appelle Kev. Je dis, Kev, je suis honoré d'être le parrain de votre enfant. Et d'ailleurs, j'ai une idée par rapport à ton bébé. Puis il dit, ah ouais, quoi? Il faut qu'on se parle juste les deux. Fait qu'on va prendre une bière, Kev et moi, dans un bar. J'ai amené mon chéquier pour prouver que je bluffe pas. Puis j'ai dit, Kev, encore une fois, je suis honoré d'être le parrain de votre enfant. Et à ce sujet-là, j'ai pensé à de quoi de malade. Si c'est un gars, je vous donne 1000 $ si vous l'appelez Eddie. Il rappelle le nom de mon ami, Kevin Murphy, en passant. Ça me fait rire. Ça me fait rire, je vois les faces qui font comme « Mais quel imbécile! » Mais j'ai vu quelques regards aussi comme « Wow! » Moi, je trouve que c'est une opportunité qui arrive à personne. J'ai dit « Tu pourrais être le père de Eddie Murphy! » C'est malade, personne n'a cette chance-là. Je serais le parrain de Eddie Murphy! J'irai à chaque rentrée scolaire. Je veux tout le temps être là au premier jour pour dire au prof, ouais, je suis le parrain de Eddie Murphy. Non, check sur ta liste, il y a un Eddie Murphy! Moi, je trouve ça magnifique. Puis j'ai dit, avoue que ça serait fou. Puis là, Kev est assez game, puis il me dit, Alex, à la limite, même si je voulais, je te dis pas que je veux, là, mais même si je voulais, ça sert à rien parce que c'est sûr que ça passera jamais au conseil. Le conseil étant Marie-Christine. Marie-Christine, membre fondatrice du conseil. Et unique membre du conseil. Fait que je dis, Kev, tu me promets que tu en glisses un mot, on sait jamais. Puis il dit, je vais y parler, mais oublie ça, c'est sûr qu'il n'y avait pas. Ça reste comme ça. La semaine d'après, il m'invite à souper, puis j'avais en tête d'y en parler. Et c'est malade, la vie. Marie-Christine me parle de ce sujet-là. Quand je rentre, elle me dit, en passant, Kev m'a parlé de ton sujet, de ton proposition de prénom, ton projet de prénom. Ça n'a pas été facile, mais c'est une captation. Je voulais avoir la bonne phrase. Moi-même, me le reprendre plus. J'ai dit à Marie-Christine, t'as-tu de la misère à parler, Carlis? Elle a dit, OK. Elle dit, Alex, toi, tu fais de la télé, mais moi, c'est la première fois que je parle à la télé, j'étais un peu nerveux. Et, fait que là, j'ai dit, gars, si tu veux absolument la dire correct une fois ta phrase, reprends-la. Si... Fait qu'elle dit, ouais, c'est ça, Kev m'a parlé de ton projet de prénom. Et j'ai dit, bravo, asti de conne. Et, OK, là, je m'amuse trop. Désolé. J'ai dit, tu retardes mon show, là. Fait qu'elle me dit, Kev m'a parlé de ton projet de prénom, puis elle dit, le pire là-dedans, là, elle dit, ce qui me fâche, c'est que Eddie, faut que j'avoue que c'est vraiment un très beau prénom, tu sais. Mais Eddie Murphy, ça vaut plus que 1000 $. Non. Ben non! Fait que t'es prête à négocier? Et là, elle me surprend parce qu'elle est ultra sérieuse. Puis elle me dit, Alex, si tu donnes à notre enfant 1000 $ par année jusqu'à ses 18 ans, 18 000? Commence à être un gag coûteux, me semble. Tu sais, 1000 $, c'était drôle et festif. À 18 000, on dirait que je retrouve plus ce petit sentiment de fête-là. 18 000. Je suis même pas game de sortir ça. C'est mon conseiller financier chez Desjardins qui place mon argent. Je serais même pas game de l'appeler pour dire, ouais, c'est possible de sortir 18 000 de mes placements. Ouais, ça, je voudrais appeler quelqu'un, Eddie Murphy. Puis... Ça se paye, ça. Je marie à 18 000, c'est ridicule. On peut tout s'entendre à quelque part. Puis c'est les 5 minutes les plus absurdes de toute ma vie. On négocie combien que je payerais. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, gars, je vais couper ça, Marie. Le plus haut que je peux aller, c'est 5 000 $. Puis même, je veux même pas que ça se sache. Si mes parents savent que j'ai pas de maison, mais que j'ai payé 5 000 $ pour donner des noms d'acteurs américains à des bébés, ils vont peut-être me renier éventuellement. Fait que j'ai 5 000 $. Si vous appelez vraiment votre enfant Eddie Murphy et que je suis le parrain de Eddie Murphy, je peux vous faire un chèque tout de suite ou à sa naissance, je peux signer un contrat. À sa naissance, je vous donne un chèque de 5 000 $. Et
La vie est belle parfois. J'ai 36 ans. Je suis pas fier de tous les aspects de ma vie, mais je suis très excité de vous dire que d'ici quelques semaines, je serai le parrain de Eddie Murphy. Wow! C'est malade. M'a pété sur Eddie Murphy. Je repense à la soirée où je me suis comparé avec mon père, puis à la limite, une maison, des enfants, je vais avoir ça un jour, mais quelque chose que ça fait mal à dire, mais j'aurai jamais, que j'admire chez mon père. Il se remet pas en question, il doute pas, il assume, il prend des décisions, il fonce, il regarde pas en arrière. Moi, c'est tout le contraire, c'est le plus gros défaut. Je suis incapable de prendre la moindre petite décision, juste ne serait-ce que commander au restaurant, choisir dans le menu ce que je veux, Fort Boyard pour moi. Un dilemme qui peut se prolonger, puis tout le temps de mes chums qui s'impatientent, qui fait comme « Ferme ton esti de menu, Alex, là. C'est à cause de toi, le serveur, il te voit, il vient pas. Ferme ton calice de menu. Ferme ton menu! » Fait que je suis tout le temps intimidé par un de mes chums, puis là, je commande tout le temps trop vite, et ce que ça fait, je suis tout le temps déçu. Quand les repas arrivent, il y a toujours quelqu'un qui a pris quelque chose que je voulais plus, finalement. Fait que quand les repas arrivent sur table, je suis comme... C'est ton repas que je voulais. C'est ton repas que je veux, moi, finalement. Ça me tenterait d'avoir ce repas-là. Et ça passe jamais pareil. Je suis tout le temps pogné pour manger la dombe que j'ai commandée. Je suis tanné de ne pas prendre des bonnes décisions. Le pire, quand je vais dans une rôtisserie, je suis tout le temps ébranlé parce que j'adore le poulet, mais je le sais jamais. J'ai comme pas la faculté de savoir qu'est-ce que je préfère entre cuisse et poitrine. À chaque fois, c'est interminable. OK, ce soir, qu'est-ce que je veux? Et récemment, je suis dans une rôtisserie, puis il y a une grosse banderole. C'est écrit 11,95, spécial choix du rôtisseur. Puis j'ai demandé au serveur, c'est quoi ça? Puis en fait, tu payes 12$. Tu le sais pas, c'est le rôtisseur qui choisit pour toi si tu as cuisse ou poitrine. Wow! Ça existe. Le 12$ le mieux investi de toute ma vie. Je me suis senti tellement apaisé et bien. Je te dis, c'est la première fois que je suis au resto, que j'attends mon repas, que je suis même pas stressé. C'est le fun, calé. C'est le rôtisseur qui a le stress de choisir qu'est-ce que je veux. Et d'ailleurs, j'ai commencé à me sentir mal pour le rôtisseur. Je me suis dit, quel job stressant. Tu sais, dans les jobs stressants, contrôleur aérien, neurochirurgien, rôtisseur. Parce que, imagine, c'est fou, je suis pas le seul client. On est 100 clients à prendre ça dans la soirée. Le gars doit être au bout du rouleau. Chaque fois que le serveur il commande ça, il demande à savoir c'est qui le client dans la salle à manger, puis là, il check. Je le connais même pas. mais pourquoi je suis plus capable? Mais j'ai aucune idée, c'est qui, ce gars-là? Je suis payé salaire minimum, là. Pourquoi je suis posé de prendre toutes les décisions? Je sais pas. Aucune calice d'idées. Comment Comment tu veux? Je suis de loser. Ça a une queue. C'est peut-être plus... Si j'ai eu ma vie, comme job de merde, comment je suis posé de savoir? C'est une cuisse. Il t'a pas donné d'indice ou... C'est une... C'est une cuisse, asti. Est-ce que tu veux coller? Imagine, 100 fois par soir. C'est la pire job. Moi, si un jour je suis millionnaire, mon fantasme, c'est pas extravagant. Ça serait juste d'engager le rôtisseur. Il me suit, je lui donne un salaire annuel, il prend toutes les décisions dans ma vie. Vraiment toutes. J'ai pu apprendre de décisions parce que j'ai de la misère. Je ne sais pas ce que je veux. Juste, il faut que je change de voiture, puis je le sais pas. Fait que je retarde l'achat d'une nouvelle voiture alors que ma voiture, elle est finie. 270 000 km. Le tableau de bord, tu le sais qu'il est fini quand tu vois toutes les lumières sont allumées. Le check engine est là depuis 1 an et demi.
Puis il y a même des lumières qui sont apparues que je savais même pas qu'ils existaient. Là. J'ai une lampe d'Aladin, j'ai le droit de faire un vœu. Mon char m'offre ça. Je me suis rangé sur le bord de l'autoroute faire un vœu réfléchi, tu sais. Puis là, je me disais, OK, Alex, fais un vœu. Qu'est-ce que... Si le rôtisseur était là... J'aurais tellement besoin que le rôtisseur m'épaule dans la vie parce que je sais pas ce que je veux, puis c'est lourd à vivre. Par contre, en vieillissant, je suis heureux de constater que sans savoir ce que je veux, je sais de plus en plus ce que je veux plus. Magasiner, j'ai plus à faire ça. J'ai un styliste qui le fait pour moi. Je déteste ça. Même chez Simons, que j'adore le personnel, le service à la clientèle est exceptionnel. Même là, j'aime pas ça parce que des fois, ils veulent trop en faire. Récemment, je vais à Simons, aux Place Laurier, Sainte-Foy, OK. Je me rappelle de l'ordre, mais je me rappelle plus du nom. Je sais que c'est Place Sainte-Foy, place dont on se calisse, Place Laurier, mais... Ah ouais? Mais bref, je vais chez Simons et j'ai pogné la vendeuse la plus motivée de la galaxie. J'ai 3 chemises que je veux essayer, je veux faire ça au plus vite. Je me dirige vers la cabine. Le poteau bleu, c'est la cabine. Je suis rendu. Elle m'intercepte dans mes derniers pas, puis elle me bloque. Monsieur, donnez-moi vos chemises, je vais les amener à la cabine. Ben, je te dirais que j'étais bien parti quand même. Puis là, non, ça va être plus facile comme ça. OK, fait qu'elle me prend mes chemises, elle les met dans la cabine, elle est à côté de moi, là, puis elle me dit, c'est juste ici. Mais on joue à quoi? Et en même temps, elle est tellement gentille et polie que je suis courtois, moi aussi. Merci beaucoup, mademoiselle, t'es très gentille. Je rentre dans la cabine, je ferme la porte, je suis torse nu, je m'apprête à essayer ma première chemise, mais je suis déconcentré parce que la porte se rend pas jusqu'au sol. Et je vois le soulier de la vendeuse qui est collé sur la porte, limite rentré dans ma cabine. Puis là, je regarde ça, puis je m'approche de la porte, je l'entends respirer. Puis là, elle m'intimide un peu, mais je me dis, ah, c'est correct, elle veut bien faire sa job. Fait que j'essaye la chemise, mais là, elle me parle. Elle me dit une phrase qu'ils disent souvent. Elle me dit, ici, tout va bien? Qu'est-ce que tu veux qui arrive? Il n'y a pas de danger, là. Fait que maintenant, depuis 3 ans, j'ai commencé ça et je m'amuse beaucoup et je l'ai faite avec elle. J'aime répondre, ouais, mais il reste plus de papier. Et d'ailleurs... Et en passant, s'il y en a qui veulent l'essayer, je partage ce gag-là. Je libère les droits d'auteur. Essayez-le tant que vous voulez. Par contre, faites juste pas sous-estimer l'audace que ça prend. Moi, quand j'ai pensé à ça il y a 3 ans puis que je m'étais dit, je vais faire ça, j'ai choqué une fois. Je me rappelle, quand ça s'est présenté, ici, tout va bien. Et je me rappelle encore la première fois que j'ai eu l'adrénaline et l'audace de le faire. Ici, tout va bien? Ouais, mais il reste plus de papier. Le soulier de la vendeuse s'en va rapidement. Mais ça va pas d'un pas décontracté de marche en forêt, là. Ça en va d'un jogging, de panique. Puis, moi, te le dire, si tu l'essayes, moi, te le dire, ce qui se passe quand tu rouvres la porte, elle est plus là, elle est plus proche. En fait, elle a déserté son département. Elle est à l'autre extrémité du magasin, un étage au-dessus. Mais c'est là que c'est drôle, t'attends de la retrouver. Le temps que ça prend, 3-4 minutes, t'attends qu'elle te regarde et tu dis « J'ai fini. » Vous essayerez ça chez Simons. Autre chose que je veux plus faire, que c'est réglé dans ma vie, je fais plus aller dans des spas. J'haïs ça, j'aime pas bien ça. Je sais qu'il y en a des beaux à Québec, mais j'aime pas vraiment ça. Et j'ai été déçu. Mon dernier où je suis allé, puis ça a été la dernière fois que je vais dans un spa. J'arrive avec une amie, puis je paye, c'est assez cher, 100 pièces quasiment pour 2. Puis j'arrive pour dire, ouais, pas de massage, par contre, juste les bains chauds. Puis elle me regarde quasiment avec du mépris, puis les bains chauds. Tu veux sûrement dire l'expérience thermale. Tu veux sûrement dire ta gueule. J'ai pas répondu ça, mais oui, l'expérience thermale. Je vais me changer et à chaque fois, mon plus gros irritant dans un spa, les casiers de vestiaire de spa. Je sais pas à quoi ils ont pensé, mais sincèrement, je vais vous donner un conseil. Là, si t'es jamais allé dans un spa, tout le stock que tu prévois amener au spa, pour être sûr, essaye-le dans le coffre à gants de ta voiture. Puis je niaise pas en passant, là. Si ça rentre pas dans le coffre à gants de ta voiture, ça va pas rentrer dans le casier du spa. Ils font des casiers pour quelqu'un qui arriverait déjà en maillot de bain. Quelqu'un qui se promène sur l'autoroute en gogoune, maillot de bain, torse nu. Moi, je m'en vais au spa, pas jouer à carré. Quelqu'un qui arriverait déjà en maillot de bain, gogoune, qui aurait maximum un Skittles dans sa main. Puis qui ferait comme, OK, ouais, je veux me baigner, par contre, je voudrais pas mouiller mon Skittles.
Auriez-vous des casiers? Ah oui! Le petit casier! Je déteste les spas. Autre chose qui est réglée dans ma vie, prendre l'avion. C'est terminé, j'ai trop peur. Mon dernier vol m'a traumatisé. Avec 3 de mes amis, on est allé l'hiver passé, une semaine en Floride, précisément à Fort Lauderdale. Et... c'est peut-être pas la meilleure... mais bon, c'est correct, je ne vais pas le renommer. Et... moi, je pensais que j'avais déjà vécu le phénomène de turbulence, mais j'ai réalisé avec ce vol-là, Montréal-Fort Lauderdale, que... moi, j'avais tout le temps pogné des bébés turbulence. Et ce vol-là, j'ai rencontré grand-papa turbulence. Tu comprends pas, là. Moi, j'étais sûr qu'on s'écrasait. Même, tu sais, moi, je suis tout le temps nerveux. Même les gens qui ont de l'air complètement relax en avion devenaient stressés. Tu le sais que c'est un vol qui brasse pas mal. Quand tu te ramasses à avoir des eye contact de panique avec des purs étrangers. Je sais pas si tu t'es déjà rendu là, mais ça brasse tellement. Tu regardes n'importe où, tu vois quelqu'un d'aussi paniqué que toi, puis il y a comme un petit échange. Comme... Comme une petite chimie d'avant-décès, tu sais. Puis moi, je vire tout le temps trop émotif, là, comme... Je t'aime. Et finalement, le pilote prend la parole puis dit, on traverse une violente zone de turbulence, ce serait très important, tout le monde, d'attacher votre ceinture de sécurité. Puis je me suis attaché parce que tout le monde le fait, mais en même temps, j'ai réalisé que je suis peut-être trop négatif dans la vie, je suis peut-être quelqu'un de pessimiste, mais à chaque fois que je me suis attaché en avion, je suis content de le faire, mais malgré tout, toujours une petite partie de moi qui se dit, même si je suis attaché, si on fait un accident d'avion... peut-être que je meurs pareil. J'ai jamais vu aux nouvelles un écrasement d'avion, 332 morts, puis un survivant avec sa ceinture. Calisse! C'est un peu naïf de s'attacher en avion et croire qu'il est en sécurité. C'est exactement comme quelqu'un qui serait condamné à la guillotine. Il ferait comme, pas de panique, là. Je vais mettre un col roulé. Je vois pas pourquoi il m'arriverait quelque chose de mal. Finalement, on s'est rendu à Fort Lauderdale et il y a eu une petite chicane avec un de mes 3 amis parce qu'on fait une épicerie commune, on met tout ce qu'on veut dans le panier, on partage la facture à 4. Et mon ami qui s'appelle Louis-Philippe, genre de gars qui adhère à toutes les nouvelles tendances et qui veut convertir tout le monde. Tu sais, mettons, je vais chercher une pinte de lait que je mets dans le panier. Louis-Philippe, il prend la pinte de lait, il me regarde et me dit qu'est-ce que tu fais là, Alex? Ben... j'ai toujours bu du lait. Je pensais peut-être poursuivre ça en Floride. Puis il dit, ouais, du lait, ça va. Mais du lait de vache, t'es sérieux? Je comprends pas. C'est le seul lait que je bois dans la vie. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Puis là, il me fait la morale. Non, tu bois pas du lait de vache. T'es pas sérieux. Tu le sais que c'est ultra nocif pour la santé. Je sais pas si t'as déjà remarqué, mais c'est pas naturel. On est la seule espèce sur Terre qui boit le lait d'un autre mammifère. Tu le sais, ça? Ouais, je comprends. Ma mère veut plus. Et depuis 15 ans déjà. Ma mère aime pas cette joke-là. Mais il est fâché après moi, il est hors de question. Il va reporter la pinte de lait, il me regarde comme si je suis un malade. Il revient 2 minutes après, il est détendu parce qu'il a trouvé un pot de lait d'amande. Lait d'amande, en passant, qui n'est pas si mauvais. C'est un bon petit dernier breuvage avant de se suicider. C'est dégueulasse. Ça goûte le vieux cul. Ceux qui n'ont jamais goûté, moi, te décrire la sensation, OK? Imagine, ferme tes yeux et plante une paille dans un lépreux. Et... je trouve ça dégueulasse, mais je suis rendu fan du lait d'amande. J'aime pas le goût, mais j'aime le processus. Je sais pas c'est qui le gars ou la fille qui a eu l'audace et la créativité un jour de se dire, OK, aujourd'hui, on crée quelque chose de nouveau, OK? Pas de barrière, pas de limite, OK? On fait du liquide avec la chose la plus sèche sur Terre. On essaye ça. Biscuit soda, non, pas assez sec, pas assez sec. Plus sec que ça encore. Des amandes.
On fait du lait d'amande. Moi, j'y aurais jamais pensé. Jamais, jamais. Mettons, je vais au gym, je sors du tapis roulant, je suis assoiffé. Très rare que mon premier réflexe, c'est « Y a-tu quelqu'un qui a des amandes, s'il vous plaît? » J'ai soif. Ouais, verse-moi une amande dans la bouche. Casse une amande et laisse couler le délicieux nectar. Autre chose que je veux plus faire dans la vie, prendre de la drogue. C'est terminé pour moi. Ah. Moi, j'ai tout le temps eu peur de ça. J'en ai jamais pris. J'en ai pris une seule fois, qui était la première et la toute dernière fois. Avec mon ex-blonde, on était à son chalet et c'est ça. Un petit souper arrosé, un soir d'hiver dans son chalet, quelques semaines avant la rupture. Et moi, j'ai bu beaucoup trop. Je suis chaud-mort. D'ailleurs, à la fin du repas, Maxime, il sort 6 brownies qu'il met sur table, puis il nous dit « c'est des brownies aux potes ». Puis fouille-moi pourquoi ce soir, je fais comme « brownies aux potes? » Essaye ça. Toi, tu dis « brownies aux potes? » C'est sûr que j'embarque. Tu le sais que t'es sous quand c'est plus des clignements de paupières, c'est des petites siestes que tu fais. Puis là, les deux sont comme surpris et excités que je fasse de la drogue pour la première fois de ma vie. Ils sortent fumer une cigarette. Quand ils rentrent, j'ai déjà mangé 3 des 6 brownies. Le visage de ma blonde, tétanisé, qui voit qu'il manque 3 brownies, elle fait « Chérie, t'as pas mangé 3 des 6 brownies? » Je fais « Ouais. » Elle dit « C'est pas un dessert, c'est de la drogue. » Faites-la pas si délicieuse, votre drogue. Moi, j'avais oublié l'aspect pote. J'étais dans un délire gastronomique. Mais là, elle me fait paniquer, puis moi, j'ai pas d'expérience. OK, c'était-tu trop? Puis là, elle sait que je peux l'échapper, fait qu'elle tente de me rassurer avec zéro conviction. Elle fait, excuse-moi, chérie, là, j'ai peut-être surréagi, là. 3 brownies aux potes comme première expérience de drogue. On va voir. Je suis paniqué. Ce qui me fait paniquer, ils en prennent un morceau à 2, qui se partagent à 2. Puis là, je calcule, OK, je n'ai pris 6 fois plus. Et moi, j'ai pas de référence, fait qu'à chaque minute, je leur dis, OK, là, je suis gelé, là! Hein? Et ma blonde qui me dit, Alex, relaxe-toi, c'est par la digestion, ça va prendre un certain temps. Et ils me disent que pour se calmer, ça serait le fun d'aller dans le jacuzzi à l'extérieur. Ça me ferait. Moi, j'ai pas lu l'ABC de la drogue, désolé. Personne m'avait prévenu que ça pouvait être pire avec de l'eau bouillante et tout ça. On se met en maillot, on va dans le jacuzzi et c'est dans le jacuzzi que j'ai eu la certitude que le buzz était bien embarqué. Mes souvenirs sont flous, mais je me rappelle, quand on a parti les jets, c'est là que j'ai su que j'étais gelé parce que ça crée des petites turbulences à la surface. L'eau bouge de quoi? 1 centimètre? Mon feeling, des vagues dans l'océan. Et moi, je sais pas nager et je deviens un peu nerveux. Je commence à me tenir sur le bord. Je me débats dans 1 pied et demi d'eau. Ça, c'est une expérience thermale, en passant. Je suis sûr que je vais me noyer, puis là, je suis agité. Ma blonde, qui est en face de moi, elle me regarde, elle me dit « Chérie, ça va-tu? » Puis d'ailleurs, il faut en parler de ma blonde. Elle a les cheveux longs qui ont trempé dans l'eau et ça a fait du givre dans ses cheveux. Et moi, avec 3 brownies aux potes, j'ai plus la notion de givre. Je ne vois que mon amoureuse avec des cheveux blancs. Et je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je la fixe sans arrêt, puis... Ça fait-tu 50 ans qu'on est là? Puis même elle devient un petit peu inconfortable, puis elle me dit « Chérie, ça va-tu? » Je la regarde, puis je dis « T'es vieille. T'es très vieille. » Je m'en vais là-dessus, puis là, j'aime pas ma sensation. Puis je me dis, je vais prendre une douche froide qui pourrait m'aider. Zéro. Je vais dans la douche, je me dénude, je pars le jet le plus froid possible. Ça fait peut-être 30 secondes, je suis là, puis non seulement je suis pas... ça n'enlève pas le buzz, j'ai la certitude que quelqu'un est rentré derrière moi dans la douche. J'ai comme l'impression que quelqu'un est derrière moi, puis là, je me dis, m'en avoir le cœur net, fait que j'attends un petit peu, puis je me retourne. Je manque de me péter la gueule dans la douche. Puis là, évidemment, je vois personne parce qu'il y a personne. Mais au lieu de me calmer, je me dis non, c'est un ninja. Il bouge aussi vite que moi. Il a anticipé mon move et les secondes qui suivent sont d'un pathétique. Moi qui ne décroche pas de retrouver cet individu-là, je me retourne plein de fois. Je fais des feintes, je veux l'amener à gauche pour le surprendre à droite. Ah! Je m'étourdis.
Je suis malade dans la douche. Je suis désolé. Et ça a été vraiment un mauvais moment. Ça dure une éternité. Je réussis à m'endormir. Le lendemain matin, je me réveille parce que mon gérant, j'ai le même gérant depuis 8 ans, il s'appelle Pierre, mais on s'appelle jamais la fin de semaine pour jaser, tu sais. Il me réveille à genre 8 h le matin, puis je dis allô, puis il me dit Alex, est-ce que ça va? Je dis ouais, mais pourquoi tu me réveilles à cette heure-là? Je veux savoir, est-ce que tu vas bien? Je dis, Pierre, pourquoi tu me déranges à cette heure-là? Il dit je viens de lire les 22 textos que tu m'as envoyés cette nuit. Il dit j'ai relu 2 fois, je comprends absolument rien. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Alors voici la conversation unilatérale avec mon gérant qui commence à 1h09 le matin. Salut Pierre, ça va? C'est Alex. Alex Barrette, l'humoriste. Pierre, ça va pas. J'ai mangé des brownies. Il y avait de la drogue. Kat aussi. Kat est rendue vieille. Je voudrais retourner la voir, mais les vagues m'empêchent. Pierre, il y a quelqu'un dans la douche. Dans mon dos. Rapide. Sournois. Agile. Inquiète-toi pas, quand il sera devant moi, je lui parlerai. Pierre, j'ai vomi. Pierre, t'es là? Si t'es là, réponds, s'il te plaît. Kat est revenue avec moi, mais toujours trop vieille. OK, je crois que t'es pas là. Bye. Je fais plus jamais de drogue de toute ma vie, plus jamais. Autre chose que je veux plus faire dans la vie, peut-être que des gens vont se reconnaître, c'est très personnel, mais je sais qu'il y a des gens qui vont adhérer à ça. Je veux plus jamais risquer de faire ça. Soit au restaurant, commander et partager un nachos en gang. Plus jamais. Ça fait trop mal. Parce que moi, j'adore les nachos. Les restos mettent jamais assez de garniture pour les nachos. Fait que t'as souvent des nachos orphelins de plaisir en fin de partie. Puis, tu sais, quand t'es seul, tu fais pas de concessions, tu prends tout ce que tu veux, mais quand tu partages un nachos, comme l'été passé, je suis avec Kev Murphy, sa blonde, et 2 amis de filles à Marie-Christine. On est 5, puis une des filles dit ce serait le fun, comme entrée, de partager sur les additions et une entrée commune, le nachos. OK? Tout le monde embarque, pas le choix. J'embarque aussi. Puis, tu sais, quand tu partages un nachos, t'apprends pas ça à l'école. Tes parents t'apprennent pas ça. Ben, tu sais, ça va de soi. Tu peux pas péter une coche puis prendre toutes les garnitures, là. C'est... Non, mais tu sais, c'est une joute interactive et remplie de politesse et de respect. Tu peux pas, comme tout le monde, un petit shot de salsa. On va attendre tout le monde sa première ronde de salsa. Parfait. Tout le monde a eu une fois de la salsa. Parfait. OK. Et... Parfait. Dans le sens, tu t'en parles pas, mais dans le regard, il y a une genre d'approbation. Parfait. OK. J'aime où t'es rendu. C'est bon. Excellent. Tout le monde, on sent que tout le monde n'est pas lésé là-dedans. Tout le monde n'est pas mal égal, OK. Mais même, c'est bien vu. Ceux qui ne savent pas, là, je veux rendre service à la population. C'est bien vu, quand tu partages un nachos, de prendre une nachos dans le début de nachos puis la tremper dans absolument rien. 0-0, sec. Même, tu peux la montrer aux gens, tu sais. Zéro plaisir, 0. C'est délicieux. Tu fais ça pour te mériter le droit plus tard de tremper un peu plus. Et la fille qui voulait le partager, je peux comprendre pourquoi. La nachos vient d'arriver, elle pogne une nachos, elle trempe dans la salsa comme s'il n'y a pas de lendemain. Je me rappelle, je la regarde, je fais comme... C'est beaucoup de salsa! Ah. Voyons donc. Elle a déjà pris en une nachos plus que son 5e de salsa. Ah. Qu'est-ce qu'on vit là? Qu'est-ce qu'on vit là, ma belle? Puis là, j'essaie de me calmer. Je me dis, j'en parle-tu? Non, ça va être mal reçu. Fait que j'essaie d'absorber ça, cette douleur-là, cette épreuve-là. J'essaie de bien vivre dans l'adversité, tu sais. Mais je me dis, elle va se modérer, par contre. Non, deuxième nachos, autant de salsa. Là, il se passe quoi, là? J'ai jamais vu ça. Troisième nachos, elle vide la salsa. Faut qu'elle vide le bol pour finir la salsa. Puis là, je me dis, par contre, elle va arrêter. Ça va être fini pour elle. Non. Il y a un gros morceau de fromage qui est tout pogné ensemble. Il y a de l'air délicieux. Personne ose se déchirer un bout avec ses doigts. Elle a la solution. Elle pogne le fromage au complet. Elle le tire, elle le replie, elle fait une grosse bouchée de fromage. Moi, je fais comme, Mais non! Oh, elle assume, elle sourit, elle mange ça en une bouchée. Puis je la regardais, puis c'est là que je me suis dit, grosse crisse de dégueulasse. Puis c'est là que je me suis dit, ouais, j'aurais peut-être dû le dire dans ma tête, ça.
Autre chose que je veux plus faire, peut-être pas arrêter complètement, mais modérer ma présence sur les réseaux sociaux. Je trouve ça ultra pratique pour ma carrière, mais je perds trop de temps dans ma vie privée. Puis je trouve ça pathétique. Tout le monde est rendu là-dessus. J'ai été surpris que ma mère me demande d'y créer un profil Facebook. Il y a 1 an, ma mère veut que j'y crée un profil Facebook. Puis ma mère, c'est une des personnes les plus intelligentes que je connais, mais sur Facebook, elle retarde le groupe. C'est... Elle a ajouté beaucoup de mes amis Facebook, puis elle pense qu'elle comprend Facebook, mais elle comprend pas Facebook. Mettons que quelqu'un écrit de quoi sur son mur, s'il faut que Facebook le fasse défiler dans son fil d'actualité à elle, elle croit que ça lui est personnellement adressé. Puis l'été passé, je fais du wakeboard. Je me rappelle, je mets une photo de moi qui tient en wakeboard. Un de mes chums écrit tout de suite dans les commentaires « Nice, à quel lac? » Ma mère répond « Je le sais pas. » Aïe, aïe, aïe. Je suis au bout du rouleau. Puis là, je me relève la tête et je suis surpris de voir qu'il y a un like à son commentaire. Puis je fais comme, ben non, faut pas l'encourager. Je check, elle s'est auto-likée. Mais j'essaie d'être patient. Je la trouve formidable, maman. Mon père, c'est un autre aspect qui peut me déranger un peu. Mon père, bel homme, s'habille bien, des belles chemises, ses pantalons, tout ça. D'ailleurs, j'aimerais pas assister à l'enfilade des pantalons le matin. Il doit se claquer 2-3 Red Bull avant. Parce que, écoute, je suis sûr qu'il y a des gens qui... Moi, je me rappelle, quand je passais la tondeuse, je mettais moins de vigueur pour partir une tondeuse que mon père qui met ses pantalons. Il les monte à une hauteur qui donne le vertige. Il s'auto-strangule les testicules. Hey, c'est pas des jokes. Ça fait 10 ans qu'on leur remarque qu'ils montent un peu à chaque année. C'est un sujet un peu tabou. Ma soeur, mon frère puis moi, des fois, on se dit « Ouais, le paille a monté encore un peu. Hein? » Depuis 10 ans qu'il monte un peu, à ce rythme-là, dans une couple d'années, pour parler, il va falloir qu'il baisse sa flaque. Mais je le respecte, c'est mon père. Il peut gérer sa vie. Ma mère, un autre aspect qui peut me rendre un peu impatient, elle mange très, très bien, très centrée, puis il n'y a plus de choses le fun dans le frigo chez nous. Dernier passage ici à Albert Rousseau, après le spectacle, je veux manger, je vais chez mes parents, il est 11h le soir, j'ouvre le garde-manger, absolument rien, frigidaire, absolument rien, sauf 2 gros pots de jus de canneberge. Mes parents sont retraités, puis d'ailleurs, leur projet de retraite, ne pas avoir d'infection urinaire. Moi, sérieusement, mon urette est top shape. Fait que je referme ça. Dernière source d'espoir, le congélateur. Non seulement il n'y a rien, je suis déçu, même un peu fâché de voir encore une fois ce triste spectacle-là. 8-9 bananes noires de noirceur. Les bananes des ténèbres sont dans le congélateur chez ma mère. Si une des bananes pouvait parler, elle dirait « Achevez-nous, câlisse. » On commence à avoir froid. Puis on a essayé de les jeter souvent, puis à chaque fois, c'est le même jeu. Là. On veut l'acheter, maman, non, elle les remet dans le congélateur parce que ma mère a, à court terme ou à moyen terme, en tout cas, elle veut bientôt, peut-être au temps des fêtes ici, peut-être un peu plus tard, elle veut faire un pain aux bananes. Elle le fait jamais. Fait que j'ai remis les bananes là, puis... Tu sais, j'ai l'air de rire de mes parents un peu, mais je les trouve magnifiques. Je trouve ça beau, en fait, le phénomène naturel que les parents restent protecteurs de leurs enfants toute leur vie. Tu sais, moi, je l'ai vu avec ma peine d'amour il y a 2 ans. Mon père, qui est déjà proche de moi, mais il m'appelait plus souvent, puis il me disait « Alex, si t'as rien, viens là à Québec. On va passer un peu de temps dans la belle grande maison que j'ai bâtie. » Puis là... OK. Une fois, je suis à Québec, puis ma mère, avec toute la tendresse et l'affection d'une mère, elle me regarde, puis elle me dit « Alexandre, elle dit, on le sait que tu vas moins bien, puis on est là pour toi. Et aussi, j'aimerais que tu lises ce livre-là. » Et c'est pas le livre de Jérémie Demé, en passant. Mais c'est un livre sur le bonheur. J'étais un peu réticent, mais il m'a plu parce que c'est ultra direct. Ça dit, je me rappelle, ça dit... L'unique façon d'être heureux, c'est de vivre comme si tu mourrais demain. D'être persuadé que demain, t'es plus là, t'existes plus, t'es décédé. Et ça évite d'avoir trop d'attentes ou de stress par rapport à l'avenir. Ça fait profiter de la journée. Vivre comme si tu meurs demain. Puis je comprends le principe, mais c'est un peu de la marde. Parce que, sérieusement, si moi je vis aujourd'hui comme si je meurs demain, aujourd'hui, je passe une journée fantastique, mais demain, je veux vraiment plus être là pour de vrai, là. Je veux pas avoir à assumer les conséquences de ma dernière journée.
Parce que, sérieusement, si tu me dis que demain je meurs, aujourd'hui, je l'échappe solide. À tous les niveaux, là, au niveau de l'argent, je dépense tout ce que j'ai. C'est plate de partir avec de l'argent, fait que j'irai m'acheter une piscine creusée. J'ai pas de terrain, j'ai pas de maison, creuse-la où tu veux. Je m'achèterais une carabine à plomb. J'aime même pas les armes à feu, mais adolescent, j'ai voulu avoir ça comme 8 minutes. Je me gâterais. J'ai l'argent, je m'achèterais une carabine à plomb, puis je porterais ma carabine toute la dernière journée. Même pas d'étui, là, apparente sur mon épaule. J'en parlerais. Check, tu veux ma carabine à plomb? Ah, je me suis acheté ça, ça me tentait, là. Non, j'ai acheté des plombs, là, mais ça. Petite carabine à plomb, c'est le fun. On sait jamais. Des fois, un petit quelque chose à tirer du plomb dessus. Non, j'aime bien ça. J'irais dans une animalerie, puis je dirais au commis, ouais, on va prendre un chien, puis tous tes oiseaux. Si j'ai besoin de nourriture pour les oiseaux, non, ils vont pas se rendre à avoir faim. Je me paierais même des dépenses que je trouve connes. À l'aéroport de Montréal, peut-être qu'il est à Québec aussi, mais à l'aéroport de Montréal, ça m'a tout le temps fâché de voir le haut tabouret où tu peux te faire cirer les souliers. Le gars, il t'agenouille devant toi, les gens passent et te voient te faire cirer les souliers. Je trouve ça arrogant. Si je meurs demain, je suis ce client-là. J'irais, puis je porterais des Crocs, puis... Allez, je veux que ça reluise, ces Crocs-là. Le danger aussi, si tu me dis que je meurs demain, le danger, c'est que j'ai plus d'inhibition. Je suis très soucieux de mon apparence et de l'image que je projette, puis je veux que les gens m'aiment, puis tout ça. Mais si je meurs demain, ça me dérange plus. Je vois plus jamais personne. Fait que je voudrais juste me faire rire. Même, je pousserais ma loque. J'irais dans une épicerie à l'heure du souper, où tu sais qu'il y a des fils à chacune des caisses. Je m'achèterais un seul item, un sac de rouleaux de papier de toilette. J'irais derrière une des files, et mon attitude dans la file serait la suivante. Allez, on se dépêche, tout le monde, s'il vous plaît. Allez, il faut que ça avance. Peut-être pas le gag le plus mature de la soirée. Je voulais faire rire les gens de Vanier. J'ai pas de tatou. Parce que je pourrais pas assumer une image sur ma peau pendant 40 ans, mais une journée, ça, c'est sûr que je peux. Puis je sais exactement ce que je voudrais. J'irais voir un tatoueur, je me mettrais torse nu, puis je dirais, OK, je veux que tu me fasses en gros sur le torse une grille de tic-tac-toe. Et tu mets un X où tu veux, mon gars. Excellent. J'irais voir un autre tatoueur, puis je dirais, c'est à toi de jouer. C'est pas vrai, je ferais pas ça. J'y ai pensé quand même en lisant le livre, puis ça m'a fait réfléchir, mine de rien, puis... Pour de vrai, si tu me dis que je meurs demain, c'est dommage, mais j'aurais pas le temps de rien faire d'exubérant et d'excitant. Tout ce que je pourrais faire, c'est de parler une dernière fois aux gens qui ont été significatifs dans ma vie. Je voudrais absolument parler une dernière fois à mes parents. Bonjour, vous êtes bien chez Sabine et Philippe. S'il vous plaît, laissez-nous un message. Salut, maman, salut, Pat, c'est Alex. Je trouve ça plate de pogner votre boîte vocale. C'est juste que, maman, panique pas, là, mais je meurs demain. Fait que... Si jamais c'est possible de me rappeler, l'idéal, ça serait ce soir. Si jamais on se reparlait pas, juste vous dire que je vous aime, vous êtes les meilleurs parents qui existent. Papa, t'es mon super-héros. Par contre, baisse tes pantalons, s'il te plaît. Moins le fun d'avoir un camel-couille. Maman, tu domines la Ligue des mères. T'es tellement bonne. Je trouve ça plate de partir si jeune. J'ai pas eu la chance de goûter à ton pain aux bananes. En tout cas, je vous aime. Puis au niveau des arrangements funéraires, inquiétez-vous pas, toutes les décisions vont être prises par le rôtisseur. Bonjour, vous êtes bien chez Julie, Elisabeth et Antoine. Laissez votre message. C'était-tu correct, maman? OK, Antoine, bon, là, t'as fini ton message? OK, là, faut que tu pèses sur le 9. Ben, il me semble que j'ai pesé. Ben non, Antoine, t'as pas pesé. Regarde, passe-moi le téléphone, je vais peser, moi.
Asti. Allô, salut à vous trois, salut Elisabeth, salut Antoine, c'est mon oncle Alexandre. Juste vous dire que je vous aime, vous êtes merveilleux. Ju, je t'aime aussi, t'es la meilleure grande sœur qui existe. Et Ju, t'as toujours été là pour moi, j'aurais un dernier service à te demander. On se reverra plus, l'argent que j'ai, je veux que ce soit Elisabeth puis Antoine qui l'ait à part égale. Puis essaye pas de comprendre, mais il faut vraiment que tu gardes 5 000 $ pour Eddie Murphy. Salut, vous êtes bien sur la boîte vocale de Catherine? Laissez-moi un message. Salut Kat, c'est Alex. Je sais que ça fait plusieurs mois qu'on ne s'est pas reparlé, mais je voulais juste te remercier d'avoir été mon amoureuse, même si ça n'a pas duré aussi longtemps qu'on aurait voulu. C'est une des plus belles choses qui m'est arrivée de toute ma vie. Puis je voulais te dire aussi, t'es plus belle que Anna Kournikova. Ben non, c'est une joke à torche solide. Salut, ici Jérémy Demey. Laissez-moi un message et je vous rappellerai dès que possible. Bye. Gratitude. Allô, c'est Geneviève. Laissez-moi votre message et je vous rappellerai dès que possible. Merci. Allô, Geneviève, c'est Alexandre Barrette. S'il te plaît, prends le temps d'écouter le message au complet. Je sais pas si tu te rappelles, on est allé manger un nachos ensemble l'été passé. Juste te remettre en contexte un petit peu. Là. Je sais pas si tu te rappelles, en début de nachos, t'avais pris de la salsa comme, comme si t'étais la seule qui aimait la salsa. Puis t'en avais repris par la suite. Puis, en fait, t'avais vidé la salsa. Puis on pourra pas savoir si on l'aimait parce qu'on n'a pas pu goûter à la salsa. Puis il y avait un gros morceau de fromage aussi. Puis je l'avais spoté en premier, mais tu l'avais pris. Puis je sais que j'ai dit des choses ce soir-là. Écoute, je voulais juste te redire que t'es une grosse dégueulasse. Bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale d'Alexandre Barrette. Laissez-moi un message. Je vous remercierai jamais assez. Salut, Alex. C'est toi. Écoute, tu le sais, mais tu meurs demain. Fait que je trouve ça dommage. On prend tout le temps pour acquis qu'on a le temps de remettre à plus tard ce qu'on veut vraiment faire, puis essayer, puis avoir su que ça serait fini si tôt. Il y a des choses que j'aurais tellement voulu essayer, comme le sous-marin boulette de viande chez Subway. Ça fait 20 ans que je me dis, OK, aujourd'hui, je l'essaye, puis là, ah non, il a de l'air dégueulasse. J'ai jamais vu personne le prendre. Les astis de vieilles boulettes. Mais ça aurait été une belle expérience, c'était Alex. Puis, je voulais m'excuser aussi parce que j'ai tendance à marteler les aspects de toi que j'aime moins, comme le fait que tu as pris du poids un peu depuis une couple d'années. Puis je te dis souvent que tu es rendu avec des petits seins mous, tu sais. Puis des fois, je te dis que ça ressemble à des coins de sac de lait. Puis des fois, ça fait rire les gens quand je dis ça, mais c'est que ça ressemble vraiment à des coins de sac de lait. Puis tu sais, Alex, je martèle les aspects de ta vie que j'aime pas, comme le fait que tu es incapable de prendre des décisions, puis tu vis encore dans un petit appart, puis tu pètes sur des bébés. Mais il y a des choses que j'aime de toi, puis ça, curieusement, j'ai oublié de t'en parler, puis je vais le faire au moins une fois. Merci vraiment de faire de l'humour, mon gars, parce que pour de vrai entendre des rires, c'est de loin ce que j'aime le plus sur Terre. Puis si je mourrais demain, ma dernière soirée, je voudrais que ça soit simplement un spectacle d'humour. Bon, peut-être avec une fin de soirée plus glorieuse que Annie, mais... Mais merci de me permettre de vivre ce soir comme si je mourrais demain. Puis en terminant, Alex, je voulais simplement te présenter mes sympathies. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci infiniment.